RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, bienvenue dans le débat du jour. Ce matin, nous sommes avec Denis Jacquet, bonjour. Vous êtes diplômé d'HEC, multi-entrepreneur, notamment fondateur de Top Crime. Michel de Rosen, bonjour. Bonjour. Président du conseil d'administration de l'équipementier automobile Forvia. Vous êtes aussi essayiste, on l'a compris. C'est un plateau assez éco ce matin, Louis Dauphren. Oui, pour parler de Donald Trump, le nouveau César qui a été élu largement, mais évidemment, sa politique va avoir des conséquences. Elle en a déjà. Et on va essayer d'analyser tout cela pour nous, pour le monde, pour les grands enjeux autour desquels on va essayer de s'exprimer, de dégager des lignes de force. Quelle analyse des premiers pas de Donald Trump 2 ? Comment envisager sa politique économique ? Quelle attitude adopter face à un mandat qui s'annonce plus impérial que jamais ? À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Bienvenue dans le débat du jour. Au sommet de sa gloire, donc, Donald Trump commence à abattre ses cartes. Les décrets pleuvent, les projets aussi, les milliards s'allongent, en particulier avec l'investissement géant dans l'IA, 500 milliards de dollars annoncés. L'Amérique veut-elle mettre KO ses concurrents ? Est-ce déjà fait, pourrait-on dire ? Trump, c'est le MAGA, mais c'est aussi le méga. Tout ce qu'il annonce, c'est aussi un coup de fusil sur les valeurs que l'Occident progressiste s'est donné. Le multiculturalisme, le multilatéralisme, l'écologisme. Avec Trump, l'atmosphère devient frontale, avec le paradoxe qu'il entend ne pas faire la guerre et qu'il espère même terminer celles qui sont en cours. Tout cela requiert beaucoup d'analyse. On va aujourd'hui être beaucoup sur l'angle économique, c'est vrai, avec Michel de Rosen et Denis Jacquet, mais on va essayer aussi de percevoir quelles sont leurs analyses avec ces premiers pas de Trump 2. On sera aussi en ligne dans quelques instants avec Hélène Kunst, qui est directrice des programmes Master of Finance de l'INSEC, campus de Paris, consultante États-Unis pour BFM TV et ancien membre des Democrats Abroad, qui a publié une biographie de Kamala Harris et qui va nous faire part dans quelques instants de la réaction des démocrates à cette première ambiance, à cette ambiance que nous vivons depuis lundi. Michel de Rosen, on va commencer avec vous. Peut-être le monde a-t-il changé en quelques heures, en quelques jours ? D'abord, on peut pas être surpris. Trump fait du Trump. La principale différence avec son premier mandat il y a 8 ans, c'est qu'il y a 8 ans, il semblait tâtonner, il semblait intimidé par Obama. Cette fois, il a eu le temps de se préparer et vous aurez remarqué qu'il a joué au président dès son élection sans attendre le départ de Biden. Depuis 2 mois, il est le président bis des États-Unis et un grand nombre de dirigeants internationaux d'ailleurs ont été le voir en Floride comme s'il était déjà président. Il a préparé et déjà signé une centaine de décrets. Il donne l'impression d'être pressé, comme si le temps lui était compté, et comme s'il voulait tirer des leçons de son premier mandat, où quelque part, il ne savait pas toujours où aller. Ça, c'est la première impression. La deuxième impression, c'est qu'il fait ce qu'il a dit, et il dit ce qu'il fait. Il a annoncé qu'il allait lutter contre l'immigration, et il le fait tout de suite. Il a annoncé qu'il allait augmenter les droits de douane et il le fait tout de suite. Il a annoncé qu'il était contre les institutions multilatérales et il a déjà annoncé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et la sortie des États-Unis de l'OMS. Et il a aussi suspendu les programmes diversitaires. Et il a suspendu aussi les programmes diversitaires. Donc, il semble, pendant les 4 années du mandat Biden, avoir rongé son frein et s'être préparé en disant « le jour où je reviendrai, ils vont voir ». Alors, en positif, il est plein d'énergie, il est plein d'optimisme. En négatif, il incarne une vision qui correspond à un vieux courant aux États-Unis, à la fois unilatéral et plutôt isolationniste. Et ça, c'est un problème pour le monde. Denis Jacquet. Oui, on peut que rebondir sur ce que dit Michel, qui est très clair. L'avantage de Trump, c'est qu'il est lisible. C'est une autre façon de dire ce que vient de dire Michel, mais il n'y a pas de surprise. Et le gros avantage, c'est que si vous essayez de lire une politique européenne, française, anglaise ou allemande depuis quelques années, s'il y a bien une caractéristique qui n'existe pas, c'est la lisibilité. Chaque jour, ça change. Maintenant, on est au pays des compromis, donc chaque compromis accumule son lot de difficultés et de trucs. Et c'est vrai que on se dit aujourd'hui, finalement, si on avait le choix, très honnêtement, et j'aurais
certainement pas dit ça il y a quelques années. Si on me dit d'échanger, vous savez, comme à l'époque dans les années 70, un paquet de bonus qu'on a d'autres, aujourd'hui je prendrais plutôt le paquet bonus Trump que Macron, très clairement. Bon. Donc pourquoi ? Parce que c'est lisible, c'est compréhensible, c'est peut-être pas bon, ça révélera peut-être à court terme et à moyen terme et à long terme surtout des gros problèmes, mais au moins on sait où on va. On crée une dynamique, les gens suivent, on met un pays en mouvement. Et finalement, quoi qu'il arrive, un pays en mouvement est toujours mieux qu'un pays qui soit stagne, soit doute, soit régresse. Donc je pense que c'est... Quitte à ronger sur les valeurs profondes de ce que fait ce pays. Je pense qu'il est vraiment très en ligne avec les valeurs profondes du pays. Ce pays est quand même un pays de consommation qui juge sans intérêt l'idéologie, qui s'intéresse avant tout à ce qu'elle a à la fin du mois pour consommer. Enfin, je veux dire, aujourd'hui comme hier, l'Américain, son critère de réussite, c'est quand même la réussite professionnelle, c'est quand même le travail, et il incarne ça complètement. La deuxième chose, c'est qu'il incarne aussi tous ceux qui vont nous tomber sur le dos, qui l'ont déjà fait, qui vont le faire plus massivement, qui sont désespérés, et qui pensent qu'ils n'ont plus de place dans la société. On les a appelés les gilets jaunes à un moment donné en France, on les a traités de rednecks, c'est-à-dire un peu de ploucs, finalement, ceux qui votaient pour Trump, etc. Sauf qu'aux dernières élections, les ploucs se sont associés à des soi-disant moins ploucs, urbains, assez aisés, y compris latinos, et qui ont pris black et qui sont arrivés. Voilà. Et puis, il est très conforme aussi à cette idée de dire que le business dirige une bonne partie de tout. C'est-à-dire que si on veut un modèle social, il faut pouvoir se l'offrir. Et qu'à partir du moment où on gère que des dettes, ce qu'on voit au quotidien sur ces débats lamentables en France, c'est-à-dire qu'on a un pays qui passe son temps à tuer l'économie pour rembourser ses dettes, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui dit mais non, on va générer du profit pour pouvoir investir. Enfin, on est sur deux positions radicales. Donc, jamais dans mon esprit l'idée de dire Trump est fantastique, c'est un dieu, c'est extraordinaire, mais je préfère quelque chose de lisible qui avance que quelque chose d'illisible qui recule. Ouais. Hélène Kunst, on va vous écouter sur la réaction, peut-être, même si vous n'êtes plus dans le cénacle en soi des démocrates et que aujourd'hui vous êtes consultante pour une chaîne de télévision française, BFM TV. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez perçu ces premiers pas de Trump 2 ? Alors, du point de vue de l'opposition, que je qualifierais même d'une certaine résistance qui s'installe. Il y a effectivement beaucoup d'annonces, mais sans doute trop d'annonces pour être bien suivies. On a l'habitude que les premiers pas d'un président, c'est un peu de défaire ce que son prédécesseur a fait, quelqu'un de l'autre parti. Mais tout de même, signer une centaine de documents paraît par la suite, la mise en application est ingérable. Il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite. Par exemple, annuler le télétravail pour les fonctionnaires à l'État fédéral. Mais il y a des choses qui sont impossibles à mettre en application, comme le droit du sol. Ça, c'est carrément dans la Constitution. Et pour défaire un amendement dans la Constitution, il faut des super majorités dans la Chambre et dans le Sénat. C'est infaisable dans un premier temps. Donc, il y a un peu un fourre-tout de tout et n'importe quoi. Et je rajouterais que cette question de lisibilité, c'est très intéressant parce que c'est tout de même chaotique et beaucoup de choses ne sont pas clairement dites, mine de rien. Je vous donne l'exemple sur ce surprenant expansionnisme. On est tout d'un coup, bon, peut-être depuis toujours impérialiste, mais expansionniste, et en se mettant à dos nos alliés, pas que nos voisins, Canada, Mexique, Panama, mais nos alliés comme la Danemark à travers le problème vis-à-vis de Groenland, qui n'était pas un problème avant. Donc, rien de tout ça a été écrit. Ce n'était pas dans la profession de foi du Parti républicain. Ce n'était pas évoqué lors de la campagne. Vous voyez, cette idée qu'il y a tout plein de surprises n'est peut-être pas bon ménage avec des relations internationales qui demeurent fragiles et une géopolitique qui nécessite un peu de finesse et pas des réponses simplistes. Alors, on va mettre justement en débat ce que vous nous dites, Hélène Kunz, par rapport à la lisibilité. Vous dites en quelque sorte, et je pose la question à Michel de Rosen et Denis Jacquet, en fait, il y a une grande confusion et c'est peut-être beaucoup plus brouillon qu'on ne le perçoit parce qu'on a comme ça, pêle-mêle, des tas de choses qui arrivent qui n'étaient pas forcément annoncées et qui remettent en cause ce qui était considéré comme étant implicite, des relations implicites pacifiques, en particulier avec l'Union européenne. Michel de Rosen.
Alors, Sur ce qu'a dit Hélène Kunst. oui, bien sûr, et sur ce que disait aussi Denis Jacquet, mon premier commentaire, c'est que l'histoire des États-Unis n'a pas commencé hier. Trump arrive dans un contexte où l'économie américaine marche fort. La politique de Biden a été bonne pour l'économie américaine, et ça a été largement dit récemment en Europe à l'occasion du rapport Draghi. L'économie américaine est beaucoup plus dynamique que l'économie européenne. Et donc, comme Trump est un businessman qui veut renforcer le dynamisme de l'économie américaine en réduisant le poids de l'État, en réduisant les impôts, en faisant que les riches soient encore plus riches, et avec une vision que tout ça va ruisseler sur l'ensemble des Américains. Trickle-down. Ça veut dire que l'économie américaine Trump plutôt, va accélérer une voiture américaine qui va déjà vite. D'accord ? Donc, il faut s'attendre en positif pour l'économie américaine qu'elle aille en effet vite. En négatif, il va avoir un vrai problème sur l'inflation. Car 2 de ses orientations prioritaires sont mauvaises pour l'inflation américaine. La première, c'est les droits de douane. Si vous augmentez, comme il entend le faire, les droits de douane avec le Canada, avec le Mexique, avec l'Europe, avec la Chine, qu'est-ce qui va se passer ? Le prix des produits importés va augmenter, ça va contribuer à l'inflation. Deuxièmement, comme Trump a l'intention de fortement réduire l'immigration, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation des salaires. C'est aussi un facteur d'inflation. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La Réserve fédérale, dont le rôle est de contribuer à la croissance, mais de lutter contre l'inflation, quand elle va voir les premiers signes du retour de l'inflation, ils vont augmenter les taux. Et ça, Trump ne sera pas content du tout, et il va essayer de soumettre à sa volonté la Fed, le président de la Fed. Il en a le droit. Conseil, et il n'en a pas le droit. Organisation privée, la Fed. Hein. Statut privé, la Fed, non ? Non, ils ont un Complexe, hein. statut qui leur donne une indépendance qui ne permet pas aux États-Unis de leur imposer sa volonté. Et donc, attendons-nous probablement dès 2025 à une crise de gouvernance entre la volonté de Trump de réduire l'inflation et donc de réduire les taux et la volonté de la Fed de lutter contre l'inflation et pour ça d'augmenter les taux. Denis Jacquet et Hélène Kunst, là-dessus. Oui, à nouveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique. Non, donc mais l'analyse vous paraît pertinente, celle de Michel là-dessus, mais bien sûr, on en parlait un petit peu en coulisses avant de rentrer. Il y a un autre phénomène qu'on pourrait ajouter à ce que décrivait justement Michel, c'est effectivement la volonté potentielle de dévaluer le dollar pour augmenter les exportations. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la totalité du monde entier, grâce à Biden, pour le coup, s'est ruée sur les États-Unis grâce au prix très bas de l'électricité, puisqu'ils ont subventionné tout ce qui était, y compris l'hydrogène, enfin tout ce qui était énergie aujourd'hui. Et quand une entreprise a un gros projet, que l'énergie représente une énorme part de son budget, aller aux États-Unis devenait tout à coup, comme on dit en bon français, un no-brainer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir 2 minutes, c'est aux États-Unis que ça se passe. Donc, quand même, beaucoup d'arbitrages, d'investissements qui auraient pu éventuellement se faire en Europe se sont tout à coup déroutés. Et là, on avait des espèces d'appels désespérés de différents ministres chez nous qui sont succédés après le Covid avec des phrases très bucoliques sur la réindustrialisation. Là-bas, elle se passe. Chez nous, elle n'existe pas. Donc, du coup, je pense que là-dessus, c'est très clair. Après, il a dit qu'il allait le faire. Comme le rappelait Michel, ça fait des mois et des mois qu'il se prépare. Donc, c'est pas comme si tout à coup, il arrive, il prononce son discours, le lendemain, ils disent « Bon, vous me rédigez des trucs dans la nuit ». C'est préparé depuis des mois. Il est là, les gens avec qui il travaille depuis longtemps. Donc, c'est construit, c'est structuré. Il déroule. À nouveau, c'est pas un jugement de savoir si ça va marcher ou pas, mais en tout cas, c'est très clair depuis le début. Les messages sont clairs, ils sont limités, ils sont faciles à comprendre. Hélène Kunst, partagez-vous cette analyse ? Partiellement, je suis d'accord qu'il se prépare depuis longtemps et c'est normal. Hein. On a cette sas de 3 mois
qui s'appelle la transition. Il y a à peu près, déjà, on a 170 ambassadeurs de Parlement qui changent, des dizaines de milliers de personnel du gouvernement fédéral qui changent. Donc, heureusement, il a été prêt et je me réjouis que on a eu, ce qu'on n'a pas eu en 2020, la fameuse passation pacifique de pouvoir d'une partie à l'autre. C'est extrêmement important. Dans les valeurs américaines. Et pour autant, Hélène Kuntz, je reprends vos mots, hein, vous avez dit une résistance s'installe. C'est quand même des mots assez forts. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors, par exemple, parce que les changements, je dirais le reculade pour les sujets sociétaux sont tels que on risque de voir, pour ma part, je me demande même si d'ici à un an ou deux, le gouvernement fédéral risque à être méconnaissable. Pourquoi? Parce que, pour le coup, Donald Trump a trouvé plus fort que lui là, dans la personne de Elon Musk et les autres milliardaires, non seulement qui l'entourent et qui ont fait des dons à sa campagne, et ça on est habitué, mais qui rentrent carrément en gouvernement. Quand on prend le cas de M. Musk, il va... Alors, c'est pas un département, hein, c'est qu'il va chapeauter, ça sera plus une commission. On ne crée pas des départements comme ça et le Congrès, ça passera pas, c'est même pas une proposition, mais ça s'appelle le DOGE pour le département de efficiency. Et ça fait illusion, carrément, à une crypto-monnaie qui s'appelle le Dogecoin. On peut dire oui, mais c'est pas très grave, bon, il est intéressé par la crypto-monnaie, les crypto-devises, pourquoi pas? Mais non pas plus tard que vendredi, à 72 heures de son investiture, Donald Trump a créé une crypto-monnaie. Je sais que ça paraît incroyable. Moi-même, j'ai passé par énormément de vérifications parce que je me suis dit, c'est pas possible. Mais vous voyez, il ne s'explique pas sur ces agissements-là qui sont, pour le coup, très personnels. Et donc, vous savez, hein, pour vous donner une ordre d'idée, tout le cabinet de Biden, c'était 44 personnes avec un patrimoine qui avoisinait à peu près 120 millions de dollars. À 44 personnes, c'est quand même une somme. Mais là, sur les 44 cabinets de Trump, on a déjà une dizaine de milliardaires. Et si on rajoute Musk, on a un archi-milliardaire. Donc, c'est difficile, hein, vous savez, pour le grand public d'imaginer que des personnes qui n'ont jamais fait de service public ont à cœur d'agir pour le peuple, alors j'entends l'idée que ce sont des businessmen, mais quand on prend le cas de Trump, on ne peut pas perdre de vue que ses agissements en tant que businessman étaient pour le moins foireux. Pour beaucoup, c'est de l'ancienne histoire maintenant, mais cette idée qu'il a réussi tout partout, c'est quand même pas vrai. Il a fait banqueroute plusieurs fois et il a été condamné par des tribunaux pour fraude dans ses business. Donc, c'est un peu compliqué de le traiter de juste un businessman lambda. C'est le business au cœur du gouvernement fédéral. Hein. Ça, c'est un changement et pas des moindres que vous décrivez, Hélène Kuntz, que je remercie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première partie du débat. On va se retrouver dans quelques instants avec Denis Jacquet et Michel de Rosen pour la suite de ce débat consacré aux États-Unis et puis aussi à la réponse que l'on peut apporter à l'attitude de Donald Trump. Vous pouvez continuer à réagir par mail direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. On attend vos remarques et vos suggestions. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Débat toujours avec Denis Jacquet, multi-entrepreneur, fondateur de Top Crime, et Michel de Rosen, président du conseil d'administration de l'équipementier automobile Forvia. Un gouvernement de businessmen avec des milliards qui arrivent donc au sommet des États-Unis et Donald Trump qui déroule un programme alors lisible ou confus, pragmatique ou imprévisible. Que va faire Donald Trump qui va concerner évidemment l'Europe, la politique économique européenne? On en parle avec Denis Jacquet et Michel de Rosen. Essayez de comprendre un peu ce qui se passe. Michel, vous vouliez reprendre peut-être sur ce que disait Hélène Kuntz tout à l'heure, et puis Denis. Oui, je voulais souligner le fait, redire que l'Amérique n'a pas commencé cette semaine et qu'il y a une force des États-Unis qui est extraordinairement impressionnante aujourd'hui, c'est leur force dans le domaine des nouvelles technologies. Si on prend un peu d'altitude, la grande révolution technologique du précédent millénaire, la première, ça a été l'invention de l'imprimerie, Gutenberg, ça a été une révolution initiée par l'Europe.
La deuxième grande révolution technologique a été au 19e siècle, ce qu'on a appelé la révolution industrielle, avec les machines à vapeur, la mécanisation. Et nous assistons aujourd'hui à une troisième grande révolution, qui est celle de l'intelligence artificielle. Pour la première fois, voilà une grande révolution technologique qui n'est pas initiée par l'Europe, mais qui est initiée par les États-Unis. Ça donne aux États-Unis, à l'économie américaine, aux dirigeants politiques américains, aux entrepreneurs américains, une force, une prospérité, une influence. Et le défi pour nous, Européens, est-ce qu'on va être seulement spectateurs, est-ce qu'on va être suiveurs, ou est-ce qu'on va être capable d'être acteurs? On a un peu la réponse, non, avec le rapport de Mario Draghi. C'est pas très optimiste? Alors, le rapport de Mario Draghi est un appel aux Européens. Il leur dit, réveillez-vous. Il leur dit, attention, on est en train de se faire distancer. Si on ne change pas notre façon de procéder, on va être loin derrière, à la fois en termes de croissance économique, de pouvoir d'achat des Européens et d'influence de l'Europe. Pourquoi les Français ont-ils un pouvoir d'achat divisé par 2 par rapport aux Américains, Denis Jacquet? Est-ce qu'il est vraiment divisé par 2? Je n'ai pas les chiffres en tête pour la France, mais parce que moi, quand je reviens de New York à Paris, j'ai l'impression d'être dans un Lidl, quoi. C'est-à-dire que je trouve tout beaucoup moins cher. Là, quand je vais chez ma maman en Normandie, comme j'ai fait dimanche matin, vous remplissez un caddie, moi je remplis un sac plastique à New York pour le même prix. Bon, alors évidemment, il y a plein de choses, les salaires sont pas les mêmes, etc. Mais je trouve la France vraiment pas chère. On s'en rend compte quand on vit dans des pays comme les États-Unis. Quand on rentre en France, c'est une bénédiction. Enfin, moi, je viens avec une valise vide, partout je ramène des trucs. Principalement dans les villes côtières riches, où là, il y a effectivement une pression sur l'emploi, sur les salaires, qui fait qu'il y a cette course qui produit l'inflation avec ça monte, je te paye un peu plus, ça monte, je te repaye un peu plus. Bon. Donc ça, c'était Miami, notamment toutes les villes qui ont bénéficié de cette un peu folie furieuse, qui était comme en France, à New York, à San Francisco, d'enfermer tout le monde, de faire des confinements hallucinants, de tout ce qu'on a connu, et aujourd'hui, ils le payent. C'est-à-dire, tous ceux qui ont cette politique le payent dans le monde, tous ceux qui ont une politique beaucoup plus libérale fonctionnent beaucoup mieux. Mais pour revenir à ce que disait Hélène, je pense qu'il y a plusieurs choses. 2 choses très rapidement. Cette politique que Trump met en place, même si au niveau de la fiscalité, elle est un peu différente, on s'aperçoit que tout le monde se moquait de Milei en Argentine en disant, en gros, je fais brutal, c'est un bouffon, il fait l'État à la tronçonneuse, c'est débile, ça va pas marcher. 1 an après, même les journaux de gauche aux États-Unis disent zut, ça marche. En gros, je simplifie. Donc à un moment donné, je réduis l'État, je réduis la place de l'État, je libère l'économie, et tout à coup l'inflation est réduite par 4. Tout à coup, on a un premier excédent budgétaire. Je crois que c'est pas arrivé en Argentine depuis 30 ans. Donc effectivement, et Michel le rappelait en coulisses tout à l'heure, il y a toujours les contre-effets à plus long terme qui peuvent produire des crises, etc., et un emballement de la machine. Mais c'est quand même intéressant de voir que des gens qui viennent un petit peu de l'extérieur du spectre, qu'on considère comme dans une définition française, non conformes pour diriger un pays, qui appliquent une méthode un peu brutale, peuvent avoir des résultats, parce qu'à un moment donné, quand ça marche plus, la génération de dette à outrance, tout le monde paye. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit en France, maintenant c'est les retraités, il faut peut-être surtaxer les retraités, il faut surtaxer les entreprises, on parle de rétroactivité, c'est-à-dire, j'ai fait mon budget pour 2024, tiens, non, l'État va venir te repiquer sur 2024, c'est hallucinant. Bon. Donc du coup, Trump va quand même bénéficier aussi quelque part de l'observation de ce qui se passe avec Milei, qui est quand même un exemple assez positif, même si la pauvreté a augmenté dans un premier temps, elle commence à refluer, parce que je génère de l'économie à un moment donné, je traite des pauvres et je les enrichis. Et la deuxième chose, c'est cette idée qui m'opposait un petit peu avec Hélène, de l'idée de dire que c'est forcément dangereux d'avoir des milliardaires ou des gens de la société civile dans l'économie. Ça fait 40 ans et même plus qu'on est dirigé par des professionnels de la politique qui sont censés avoir chaque matin à leur réveil un credo, c'est le service public, l'intérêt collectif. Les gens qui nous écoutent, ils ont l'impression qu'ils se soucient d'eux depuis 40 ans, c'est politique. Donc, le fait d'être un professionnel de la politique au service de l'intérêt public, ça n'existe plus. Et les gens le savent, ils s'en foutent de l'intérêt public. C'est le microcosme parisien pour lui-même, le pouvoir pour le pouvoir. Thierry Breton qui quitte et qui pantoufle déjà dans des conseils d'administration américains. Je veux dire, c'est ridicule. Cette classe politique doit disparaître, ces technocrates doivent disparaître, qui ne sont pas inspirés, ils n'ont pas de vision, ils doivent dégager. On doit essayer autre chose. En quoi, moi, Michel qui dirige l'entreprise, en quoi je serais moins sensible à l'intérêt public? Au contraire, je le vis tous les jours et j'ai envie de le servir. Et j'ai même envie de me mettre en dehors de mon entreprise pour dire, mais comment je peux y contribuer? Alors évidemment, à un moment donné, Elon Musk, qui est dans le spatial, etc., il va être assez tenté d'être non objectif sur un certain nombre de sujets.
Et alors, est-ce qu'ils sont objectifs, ceux qu'on a aujourd'hui au gouvernement? Dans la première, regardez, j'étais à Marseille hier, Castaner, qui est quand même le sommet de la décadence politique dans ce pays, il a perdu tous ses mandats. Macron le recase président du port de Marseille, qui est juste un truc dont le patron de la CGT vient d'être mis en garde à vue hier pour détournement de fonds. Je veux dire, on n'en peut plus de cette classe politique. Donc je pense que quand Hélène dit c'est dangereux qu'il y ait des milliardaires, je dis je suis pas sûr. Voilà. Michel de Rosen, vous êtes d'accord avec l'analyse de Denis Jacquet? En fait, faut dépoussiérer, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que c'est ça l'idée qui permettrait de relancer, quand vous disiez tout à l'heure qu'il va falloir se réveiller? Le réveil passe par là? Michel est toujours plus raisonnable que moi. Non, je vais te rejoindre sur le point suivant. J'observe que en termes de complexité, la France est devenue la médaille d'or du monde. Vous prenez tous les domaines, le code de la construction, le code général des impôts, le code des forêts, le code du travail. Bref, il y a comme ça plus de 70 codes. Dans tous les domaines, c'est le code français qui est le plus complexe, qui est le plus long du monde. Souvenons-nous le jour où Robert Badinter, le grand Robert Badinter, a présenté une proposition de nouveau code du travail. Il avait regardé les codes du travail dans les autres pays européens, il a constaté que le code du travail français était le plus long, et il a proposé qu'on fasse un code beaucoup plus court. Comme c'était Robert Badinter, tout le monde s'est incliné avec respect, et il ne s'est rien passé. Et donc, mon point est de dire que, en France, les gouvernants d'aujourd'hui, ou peut-être le président qui sera élu en 2027, dans 2 ans, c'est bientôt, a la possibilité, et à mon avis le devoir, de se saisir du sujet de la complexité, sans le faire nécessairement à l'américaine, mais en le faisant à la française, pour simplifier le fonctionnement du pays et simplifier la vie des Français. Mais ce que dit Denis, Michel, c'est que ça ne viendra pas de l'intérieur du système. Ça viendra d'un tiers, en quelque sorte, qui pourra, par son extériorité, un peu à la Musk, dire, bah voilà, on garde pas. Et c'est là que l'efficacité se fera sentir. Mais de manière endogame, ça ne pourra pas venir. Alors, je pense que il y a 2 scénarios là. Soit, en effet, la classe politique continue de fonctionner comme elle a toujours fonctionné et il n'y aura pas vraiment de réforme, et les problèmes français seront toujours là. Soit un homme nouveau ou un homme ancien qui changera d'idée se saisira de ces défis, écoutera les besoins des Français et proposera des réformes courageuses. Vous constatez qu'en France, à chaque fois que quelqu'un présente une idée nouvelle, on lui explique pourquoi ça n'est pas possible. Et donc c'est une problématique qu'on voit aussi dans d'autres pays. J'espère que, compte tenu de la situation difficile de la France, avec une croissance faible, avec une perspective d'influence de la France en Europe et dans le monde médiocre, j'espère que se lèveront des responsables, au moins un, qui diront « il faut qu'on fasse autrement ». Quelle partition peut-on jouer au niveau français, au niveau européen, à présent, avec Donald Trump aux manettes, Denis Jacquet? Qu'est-ce que vous suggéreriez? La première chose, c'est que il faut savoir que Trump a une forme de condescendance ou de mépris pour l'Europe. Il considère que il appelle ça un swamp, c'est un marais, un marécage. Voilà, c'est un espèce de truc qui marche pas, de gens qui s'entendent pas, qui sont pas... Bon, alors ce qui est très embêtant par contre pour moi qui aime beaucoup Musk, c'est effectivement que Musk commence à mettre en avant des dirigeants européens qu'on n'a vraiment pas envie de voir arriver au pouvoir. En Allemagne, en Autriche, en Angleterre, les gens sur lesquels il a fait son choix, franchement, j'espère qu'il va réfléchir un peu et revenir sur ses propos. L'AfD en Allemagne, par exemple. Voilà, de faire un peu plus attention sur qui. Je voyais que Sarah Knafo, etc., faisait partie de ceux qui étaient invités à l'investiture. Bon, ok, why not, mais franchement, je pense qu'il faut... Il y a d'autres possibilités d'aller choisir des gens qui sont quand même un petit peu plus étoffés, notamment sur la matière économique. Et vous estimez qu'il n'est pas informé, qu'on lui présente un mauvais casting? Qui, Musk? Oui. Non, mais Musk, il fonctionne vraiment très différemment de tout le monde. D'abord, il est Asperger, ça dicte quand même pas mal son comportement. La deuxième chose, comme beaucoup d'Américains, ils ont toujours une connaissance quand même assez superficielle, parce que leur culture, même s'il est en Afrique du Sud, sont pas exactement... ma fille n'a pas de cours de géographie à l'école. Enfin, vous voyez, ça donne quand même une idée un petit peu de la différence de culture qu'on peut avoir entre un pays européen et aux États-Unis. Non, aujourd'hui, Michel le rappelait,
les investissements technologiques, sur les investissements non technologiques, l'Europe continue à faire jeu égal avec l'Asie et avec les États-Unis. Donc là, sur toutes les industries où on est fort, enfin Michel les connaît mieux que moi, l'automobile, etc. Non technologique, on est toujours là. Bon. Sur le technologique, on est 6 fois moins élevé que les États-Unis. Alors là, l'écart va exploser. Et néanmoins, Eric Schmidt de Google disait très longtemps que la Chine était en train de les rattraper. Là, ils étaient quand même pas très loin des États-Unis sur pas mal de sujets, sur l'intelligence artificielle. Là, les États-Unis vont refaire un bond relativement massif et reprendre l'ascendant sur ce truc-là. Donc, la seule chose aujourd'hui, c'est pas de savoir comment on va réduire nos dettes, si on va garder 4000 profs, si on je sais pas, les débats sur la fin de vie. La fin de vie, c'est la fin de vie des Français aujourd'hui dont on devrait discuter, mais leur fin de vie économique. Donc, c'est ça dont on devrait se faire. Donc, quand Macron a annoncé il y a 3 ans un plan de 500 millions pour l'intelligence artificielle, que j'ai moqué très largement dans différents trucs, là, on parle de 500 milliards. Donc, et si vous le rapportez même à la différence de taille entre l'Europe et les États-Unis, il n'y a pas de plan sur l'IA toujours aujourd'hui en Europe. Enfin, c'est juste dramatique. Donc, comment ça se fait ? La seule chose... Parce que en Chine, on a des ingénieurs au Parti communiste. Ils sont très très nombreux. Ils connaissent la technologie, comment ça marche et ils voient comment investir dessus. Et puis surtout, depuis Deng Xiaoping, ils ont dit enrichissez-vous et les entrepreneurs se sont lancés. Il a Kei Fu Lee, le patron de Google Chine d'avant, appelle ça des gladiateurs. Et de l'autre côté, les États-Unis ont compris depuis très longtemps, quand Schmitt a dit dis donc, on est en train de se faire rattraper là, il faut un peu les bloquer le temps qu'on rattrape. Et ils l'ont fait très bien, ils ont rattrapé, et là, ils vont prendre une avance colossale. Enfin, quand le patron de SoftBank est arrivé pour voir Mar-a-Lago, tout le monde payait ses respects à Trump, il a dit bon, moi je veux bien mettre 100 milliards. Et là, ils annoncent ce matin, Oracle, SoftBank et un troisième, je ne sais plus qui c'est, vont mettre effectivement 100 milliards sur les 500 milliards. Et nous, les 500 millions de Macron, c'était une récupération de bout de budget qu'en fait était déjà prévu pour des choses qu'on a assemblées et qu'on n'a jamais vues d'ailleurs. Donc du coup, il faut qu'on investisse massivement sur la technologie parce que c'est ça qui va donner le pouvoir au monde. Et ça revient sur mon propos qui est de dire donner le pouvoir en partie à des milliardaires qui connaissent ce sujet. C'est une certitude de savoir comment ça va se passer, ce qu'il faut investir, à quelle vitesse il investir et comment en faire des produits qui vont envahir le monde. Donc c'est là où je pense que ça va être pendant ce temps-là de l'histoire que Michel citait un avantage exceptionnel que d'avoir des entrepreneurs de ce niveau qui sont autour du gouvernement américain parce qu'ils vont le propulser. Donc tant qu'on n'aura pas une politique sur la technologie, tant qu'on sera en train de se bagarrer pour savoir obtenir des compromis dans différentes assemblées nationales, on est empêtré politiquement. Mais Ursula von der Leyen, quand même, à Davos l'année dernière, disait « Ouais, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est quand même important, il faudrait qu'on y réfléchisse. » Ursula, on est en 2024. Elle aurait dit ça en 94, ça aurait été intéressant comme réflexion. Donc, du coup, on a des gens sans vision, sans lumière, sans stratégie, qui sont sur des sujets politiques. Moi, j'étais plus passionné de savoir comment on allait se battre pour investir, nous aussi, 400 milliards dans la techno au niveau de l'Europe, que de savoir si on devait signer l'accord de libre-échange avec le Mercosur, où on va faire entrer des produits pourris de l'agriculture et tuer nos agriculteurs. Donc, franchement, voilà, on est sur les mauvais sujets, au mauvais moment, avec les mauvaises gens, donc ça peut pas fonctionner. Ouais. Michel de Rosen. Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Denis. En utilisant peut-être des mots... ce que nous montre cette conversation, c'est que le monde de 2025 va être pour la France, pour l'économie française, pour les entrepreneurs français, un monde plus dur que le monde de 2024 ou de 2023. Alors que le politique est à la ramasse. Alors, justement, c'est ce que je veux dire, c'est que les politiques français se disputent sur... combien d'argent donner aux Français, combien d'emplois créés ici ou là, et ils ne passent pas suffisamment de temps à nous dire comment ils vont agir pour que l'économie française soit plus vigoureuse et plus créative demain qu'aujourd'hui. Premier commentaire. Le deuxième commentaire sur Trump, c'est que c'est un homme infiniment pragmatique. Je vous cite un cas concret. J'ai eu l'occasion d'écouter l'autre jour le général qui commande l'OTAN, le général américain qui commande l'OTAN en Europe, et qui me racontait que, alors que Trump était président, dans son premier mandat, Trump est arrivé et lui a dit « Général, j'exige de vous que vous rapatriez d'ici la fin de l'année 20 000 boys aux États-Unis. » Donc, qui quitterait l'Allemagne et qui rentrerait aux États-Unis. Est-ce que c'est compris, général ? Oui, monsieur le président, j'ai bien compris. Alors, général me dit, on a fait un travail et on a calculé que ça allait coûter 12 milliards de dollars. Parce qu'il allait falloir fermer des bases en Allemagne, ouvrir des bases aux États-Unis. Il a présenté ça au président Trump qui a dit, quelle idée stupide, on abandonne. Donc, il est capable de changer d'avis.
très facilement. C'est un homme pragmatique. Mon troisième commentaire, c'est que avec Trump, ce qui compte, puisque vous posez la question pour la France, pour l'Europe, c'est le rapport de force. C'est pas le charme, c'est pas d'être gentil, c'est pas de dire s'il vous plaît, c'est le rapport de force. Dans les annonces qu'il fait ces jours-ci, il y a probablement des choses qu'il ne fera jamais, mais il veut installer un rapport de force. Ça a été dit, je crois, par vous tout à l'heure. Une de ses qualités, c'est qu'il ne veut pas faire la guerre. C'est pas un homme de guerre. Mais c'est un homme qui, en revanche, croit au... Vous savez, comment ça s'appelle ça ? Le bras de fer. Le bras de fer. C'est un homme qui croit au bras de fer. Il veut impressionner son interlocuteur et il espère, en l'impressionnant, obtenir des concessions. Mais qui peut aller au bras de fer avec lui, Michel de Rosen ? Alors, c'est une excellente question. Je rappelle que dans les règles européennes, tout ce qui est commerce international, tout ce qui est droit de douane, c'est maintenant une prérogative de la Commission. Ça n'est plus une prérogative des pays. Donc, c'est à la Commission d'agir, évidemment, en travaillant avec les pays. Et donc, la grande question qui se pose maintenant pour l'Europe, c'est est-ce que les dirigeants européens vont réussir à définir entre eux et avec la Commission un jeu collectif, un jeu solidaire, ou est-ce que chacun d'entre eux va aller à Washington pour lécher les bottes du président des États-Unis et essayer d'obtenir quelques miettes ? Ça, c'est la grande question pour moi, pour l'Europe et la France de l'année 2025. Y aura-t-il un jeu uni ou y aura-t-il un jeu désuni ? Et vous pensez que, par exemple, la France ne peut pas s'en sortir sans l'Europe ? Tout seul, on n'a pas la force d'aller voir Donald Trump ? Je suis convaincu qu'il faut les deux. C'est-à-dire que si la France se contente de compter sur l'Europe, elle échouera. Mais si, en revanche, la France veut jouer toute seule, c'est ce que veut Trump, puisqu'il veut jouer tel pays européen, la Hongrie ou l'Italie, contre l'Allemagne qu'il n'aime pas, contre le Royaume-Uni qu'il n'aime pas non plus, et contre la France vis-à-vis duquel il n'a pas de préjugés particuliers. Donc la France doit jouer à la fois en étant plus forte, plus musclée, pour montrer qu'elle n'est pas faible, qu'elle n'est pas dépendante, et en même temps, elle doit trouver, avec ses partenaires européens, un jeu solidaire, clair, qui imposera à Trump un rapport de force qu'il sera obligé de respecter. Pas simple avec une France et une Allemagne qui sont quand même politiquement très affaiblies dans l'un et l'autre cas. Il y a deux systèmes politiques qui patinent en ce moment. Sauf que, même Louis, en si Allemagne, vous permettez, en Allemagne, il y a des élections dans quelques mois et on peut espérer que sortira de cette élection une nouvelle coalition gouvernementale plus forte et plus capable de faire face à Trump. Denis Jacquet, c'est un espoir que vous partagez ? En fait, le problème, l'Allemagne a à peu près le même problème que nous, c'est-à-dire qu'elle est très bonne dans les industries traditionnelles, elle était même excellente dans les industries de pointe. Aujourd'hui, la Chine, franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels allemands qui vont chercher des innovations en Chine, des moules, des brevets, des choses donc, qui se déplacent en disant « Waouh, vous faites mieux que nous et on va chercher là-bas ». Donc depuis 4-5 ans, on voit bien que le mouvement a basculé aussi un peu en Chine sur des industries qui étaient traditionnellement les siennes. Et une des crises de l'Allemagne, c'est la crise de l'automobile, où aujourd'hui, on sait que sur le véhicule électrique, notamment, ça va être un déferlement. Déferlement, ça veut dire quoi ? Fermeture d'usine, ça veut dire... Un déferlement des Chinois d'une façon ou d'une autre. Soit, de toute façon, aujourd'hui, même en leur mettant des droits de douane, ils sont encore rentables, avec ou sans subvention. Après, c'est d'autres débats, mais ils sont toujours rentables et capables de vendre des véhicules. Quand ils n'arrient pas à les vendre directement... Michel de Rosen, vous confirmez, vous qui êtes dans l'automobile, Michel de Rosen, là-dessus, vous confirmez ce déferlement ? Pour ceux d'entre nous qui ont un peu de mémoire, souvenons-nous que dans les années 80, la terreur de l'industrie automobile européenne, c'était les Japonais. Dans les années 70, la terreur, on l'a oublié, c'était les Américains. Les gens disaient « Oh là là, ils investissent tellement à Détroit qu'ils vont conquérir le monde ». Aujourd'hui, il y a la peur des Chinois. C'est vrai que l'industrie automobile chinoise est devenue la première du monde. C'est à la fois la Chine, le premier marché automobile mondial et le premier pays de construction d'automobiles. Comme ils ont créé des capacités importantes, ils ont les moyens de vendre partout dans le monde les voitures qui, pour eux, ne coûtent pas cher, et donc d'offrir aux consommateurs européens des voitures moins chères que celles produites par les producteurs européens. Donc oui, il faut s'attendre à ce que les Chinois prennent une part de marché. Elle ne sera pas massive, mais prennent une part de marché significative du marché européen. Et puis, progressivement américain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais il y a 10 jours à New York avec je pense qu'il n'y a pas de confidentialité avec le patron de Renault Amérique du Sud, qui est un vieil ami. Il me disait, Denis, aujourd'hui, il parle très bien français avec son petit accent brésilien.
Aujourd'hui, mon principal problème, c'est plus de General Motors qui a la plus grande part de marché, c'est plus les Italiens qui ont la deuxième plus grande part de marché, c'est les Chinois. Aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Donc, on travaille avec Lucas Duméo à se poser la question de savoir cette expertise qu'on a développée, puisque c'est le seul pôle international vraiment de Renault, c'est 20% de leur chiffre d'affaires, de dire comment on se sert de mon expérience pour essayer de lutter. Et donc, aujourd'hui, les Chinois qui ne peuvent pas, parce que souvent on pense que les Chinois sont très fournisseurs des États-Unis, ce qui est vrai, mais le premier fournisseur de produits technologiques des États-Unis, c'est le Mexique. À la fois par des boîtes qui sont délocalisées là-bas et des Chinois qui sont implantés au Mexique pour vendre aux États-Unis et échapper aux droits de douane. Donc, parce qu'aujourd'hui, tous ces droits tarifaires, etc., ça pousse juste à des délocations d'usines, délocalisations c'est ça, ce n'est pas l'arme ultime. Des endroits où du coup je suis plus soumis. Et on voit bien que l'Espagne disait ah oui, mais si tu me prends plus mon bacon, je veux bien que tu viennes faire des voitures en Espagne. Il y a des gens qui vont craquer. Effectivement, certains vont jouer l'un contre les autres en disant si tu veux que je continue à te prendre tes produits en Chine, il faudrait peut-être me laisser faire mes voitures chinoises en Espagne. Et de là, ils vont déferler. Donc, je pense qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur des industries traditionnelles sur lesquelles on investit toujours bien et on est encore pas mal. Mais aujourd'hui, le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est l'espace, c'est l'intelligence artificielle, c'est le quantique, c'est l'accès aux métaux rares. Enfin, Jean-Dominique Sénard disait encore, en se moquant dans une commission parlementaire il y a quelque temps, il dit, vous voulez qu'on fasse des batteries électriques, mais vous voulez qu'on se fournisse où ? Où est-ce qu'on se fournit dans les trucs ? Donc, les dom-toms, on a la plus grande réserve côtière du monde qui nous permettrait d'accéder. On a des réserves incroyables. Ah non, mais on n'y touche pas, politique écologique, etc. Ah bon, ok, donc on crève. Oui, on crève, mais c'est pas grave, c'est propre. On crève propre, donc c'est très bien. Donc, je suis pas en train de devenir Trumpiste en disant il faut plus que l'écologie soit au centre des choses. Il faut forer pour vous. L'histoire du Groenland, au-delà des passages des bateaux, c'est aussi l'accès à des gisements en termes d'énergie qui sont juste hallucinants. Donc, Trump a bien compris ce qui faisait fonctionner cette mécanique. Les Chinois l'ont compris depuis très longtemps aussi, et c'est la course à les Chinois, ils sont en difficulté aujourd'hui. Pour autant, la croissance chinoise, on l'a vu il y a quelques jours, elle est moins importante qu'elle n'a été. Il y a un truc qu'il faut comprendre avec la Chine, c'est que le court terme n'a pas d'importance. Alors évidemment, parce qu'ils savent le traiter. Bon, il y a des gens, c'était un peu Mao. Bon, vous n'avez plus à manger pour tout le monde, 40% vont mourir, 60% vont survivre. Donc il y a ce sentiment de l'impact sur les gens à court terme, c'est pas le souci du gouvernement chinois. Lui, c'est le long terme. Donc oui, il souffre quelques mois, il souffre quelques années, mais il raisonne à 10 ou 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'ils ont gardé cette maîtrise qu'on a tous abandonnée, c'est celle du temps. Et donc, celle du temps long. Et donc ça, c'est essentiel. Michel de Rosen. Oui, deux choses. Relativisons les problèmes de l'économie chinoise. En 2024, la croissance du PIB chinois était de 5%. Si l'Europe avait cru de 5%, on s'en féliciterait tous. Deuxième commentaire, puisque l'émission d'aujourd'hui est consacrée aux États-Unis et à Trump. Trump ne croit pas au dérèglement climatique. Il n'y croit pas. Il pense que c'est une invention des intellectuels et des bobos américains et européens. Il n'y croit pas. Évidemment, sur ce sujet, il a tort. Son inspiration essentielle, c'est ce qu'on appelait aux États-Unis, il y a un siècle, The Roaring Twenties, c'est-à-dire c'est cette période Coolidge, Harding ouvert, où l'économie américaine fonçait à 4% par an. Ça a été une très belle décennie qui s'est très mal terminée, qui s'est terminée par la grande crise de 29 et la grande dépression. Et je voudrais terminer par une contradiction avec ce que dit mon ami Denis. Il n'y a pas que les nouvelles technologies, il y a aussi les industries de base. On a parlé de l'automobile. Soyons fiers de ce que les trois grands équipementiers français, Forvia, Valeo et OP Mobility, sont en Chine. Et en Chine, nous réussissons très bien. Ouais. Nous fournissons tous les constructeurs, les grands et les moyens chinois. Donc, il y a des entreprises françaises qui savent réussir dans le monde, et même en Chine. Une dernière question et une réponse rapide. C'est Jean-Yves qui nous a écrit pour nous dire que Dieu est certes partout aux États-Unis. C'est inscrit sur le billet vert, mais le Dieu de l'Amérique, en fait, c'est l'argent et rien d'autre. Et il le dit avec un certain regret. C'est juste ce retour sur la cérémonie d'investiture, la Bible, tout ça. Est-ce que vous avez un petit regard là-dessus, très rapidement, Denis Jacquet et Michel de Rosen, en 10 secondes? Moi, je pense que quelque part, quelle que soit la religion qu'on pratique, etc., à un moment donné, ça contribue à l'unité d'un peuple. Et quand on commence à renoncer sur des valeurs qui unissent, on le voit bien en Europe, il y a quand même un moment un petit problème, parce que l'immigration américaine, donc latino-américaine, elle est au moins au diapason et en accord sur la partie religieuse. Et pourtant, vous disiez l'importance de l'argent aux États-Unis. En un mot, Michel de Rosen, très très rapidement. Écoutez, en un mot, aux États-Unis, il y a deux dieux. Il y a Dieu et le dollar.
Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin qui résumera cette émission. Merci beaucoup. Michel de Rosen, président du conseil d'administration de Forvia, Denis Jacquet, fondateur de Top Crime. Merci à Louis Dauphren d'avoir présenté ce débat. Merci Pierre-Henri Paget, le réalisateur depuis 6h30.